Je vais parler d'une œuvre, Jane Doe Identity, ou bien encore l'autopsie de Jane Doe, qui a été réalisée par le cinéaste d'origine norvégienne, André Øvredal. Ce cinéaste était connu préalablement par The Troll Hunter, c'est-à-dire un found footage, littéralement une pellicule perdue. Il a beaucoup surpris la critique en réalisant donc ce film d'autopsie, Jane Doe, sorti en 2016 et qui réunit deux types différents de grands récits. Le récit d'autopsie classique, tel qu'on le trouve dans Forever ou tel qu'on le trouve dans iZombie, et le survival parapsychique horrifique qui va succéder à la première phase. En effet, ce film appartient à ce qu'on appelle la smart horror ou la quality horror si l'on suit la taxinomie de la philosophie of horror de Carroll. Donc, je propose 3 moments pour analyser au mieux l'apport fantastique et macabre de Jane Doe Identity. D'abord, une construction en abîme, ensuite une grammaire filmique composite et enfin un sacrifice inachevé par le motif abrahamique revisité dans ce film. Donc, pour reprendre le premier moment, je rappellerai d'abord une phrase de Carlo Ginzburg, le philosophe, qui disait que rien n'est plus édifiant qu'une hypothèse qui s'écroule. Eh bien, c'est littéralement ce qui va nous arriver tout au long de ce film. Je rappelle simplement l'image, j'ai simplement l'image de la couverture, si je puis dire, du DVD. Et cette construction, si vous voulez, en écroulement successif, manifeste en effet si vous voulez, l'exceptionnalité de cette œuvre. En effet, construction en abîme, puisque nous regardons deux légistes en train de regarder un corps. Ce corps, c'est celui d'une très belle jeune femme, jouée par une actrice vivante, si je puis dire, et non pas uniquement par des effets spéciaux ou un mannequin couvert de prothèses. Donc le fait que ce soit une actrice vivante qui incarne la morte nous donne déjà une indication, si vous voulez, une clé vers l'effectuation de l'énigme. Donc, ces deux légistes sont père et fils, Tommy et Austin Tilden. Et on leur amène un corps trouvé sur une scène de crime. Ce qui m'amène d'ailleurs à parler justement de cette construction en abîme, puisque à l'intérieur de la morgue où ils travaillent, où ils officient, il y a toute une série de caméras, puisque les autopsies doivent être filmées du début à la fin. Donc, nous regardons des légistes en train de regarder un corps, et ce double regard est lui-même filmé par toute une série de caméras. Nous sommes bien dans un dispositif en abîme ici, où je pourrais parler de spécularité redoublée. Cette construction en abîme se reflète aussi dans la construction même du film. En effet, une séance augurale précède le long huis clos de l'autopsie elle-même, suivie d'une courte séance terminale, ce qu'on appelle une clausule de fin, et ce sont les mêmes. Autrement dit, la séance augurale commence par une scène de crime inexplicable, totalement inexplicable, puis le huis clos se déroule en se transformant en une histoire horrifique, puis à la fin, on retrouve la même séquence que le début, c'est-à-dire l'arrivée d'un shérif au petit matin,
ne comprenant pas la scène de crime terrible qu'est devenue la morgue familiale des Tilden. En effet, entre la séance augurale, une scène de crime inexpliquée, et la séance finale, une autre scène de crime inexpliquée, se déroule ce que nous voyons, mais que personne d'autre ne voit, c'est-à-dire l'emprise du fantôme de Jane Doe, celle dont on recherche l'identité et dont on fait l'autopsie, son emprise de fantôme malveillant, mais nous allons savoir pourquoi, sur les deux hommes, sur le père et le fils. Je parlais de grammaire filmique composite. En effet, il s'agit en fait de l'utilisation des jumpscares classiques, hein, j'ai presque envie de dire, tels qu'on peut les trouver chez les cinéastes qu'on appelle le splat pack, c'est-à-dire je citerai Alexandre Aja ou Rob Zombie, etc. Donc, ils nous ont habitués à une forme de grammaire, la grammaire horrifique du jump scare, c'est-à-dire ce qui nous fait sursauter, hein, lorsque une musique ou une image violente arrive. Mais ces jumpscares sont plus sonores ici que visuels. Et l'annonce du commencement de la hantise de Jane Doe sur ses légistes commence par le changement d'une émission de radio sans qu'on le veuille. C'est-à-dire que les légistes écoutent de la radio et sans qu'ils aient changé la chaîne de radio, une autre musique se met en place. Et cette musique, elle va accompagner l'autopsie, mais bien sûr en montrant le caractère de plus en plus surnaturel et horrifique. Donc, ces sons anodins deviennent sinistres. Par exemple, une clochette est attachée au pied des cadavres par souvenir de l'héritage victorien macabre. Et cette clochette, évidemment, ne doit pas retentir dans une morgue, puisque les tiroirs où sont les cadavres sont généralement parfaitement sécurisés. On n'enferme pas dans une morgue les vivants. Or, le fait qu'on entende de temps en temps une clochette retentir nous montre que que les morts ont ressuscité. Donc, grammaire, je disais, composite, puisque les sons de plus en plus anormaux accompagnent la découverte visuelle du corps de Jane, elle aussi, si vous voulez, découverte de plus en plus anormale. En effet, que découvre-t-on? Qu'elle a été torturée, qu'elle a été scarifiée, qu'on lui a arraché la langue, qu'on lui a brisé les chevilles et les poignets, qu'on l'a poignardée à plusieurs reprises, qu'on lui a arraché une dent et qu'on lui a fait avaler de force. Et tous ces signes, si vous voulez, visuels dus à l'autopsie, sont renforcés sur l'autre scène, la scène horrifique surnaturelle, par une cascade de bruits anormaux. Je vous ai donné, bien sûr, le plus signifiant, le changement involontaire de chaîne de radio qui signifie l'irruption du surnaturel et du fantastique dans la petite morgue familiale, généralement bien paisible. Donc, cette juxtaposition des jumpscares sonores et des jumpscares visuels nous fait comprendre qui est Jane Doe peu à peu et qui nous mène, je le disais, au troisième moment, c'est-à-dire le sacrifice abrahamique inversé. Que veux-je dire par là? Le légiste le plus âgé, le père, donc Tommy, découvre peu à peu qu'il a affaire à une jeune femme morte non pas la veille, mais en 1693, donc, et pourtant elle saigne comme si elle venait de mourir, les corps anciens ne saignent pas, et pourtant elle est magnifique, elle n'est pas décomposée, elle n'est pas atteinte par, si vous voulez, la rigor mortis, pas du tout. Hein, elle est même superbe, si je puis dire. Hein. Donc, mais elle est morte en 1693, et nous savons ce qui s'est passé en 1693 aux États-Unis, le jugement des sorcières de Salem. Donc, il va découvrir que c'est une sorcière qui a été torturée, qui a été scarifiée, qui a été abîmée, et que depuis, elle se venge. C'est-à-dire qu'on lui a fait avaler
une drogue inhibante qu'on appelle la datura et qui l'a fait souffrir tout ce qu'elle a souffert sans que pour autant elle puisse réagir. Mais cette drogue incroyable l'a aussi maintenue en vie et si vous voulez, la première scène de crime, nous comprenons alors qu'elle a amené les gens à s'entretuer à cause des maléfices qu'elle répandait puisqu'on l'a trouvée à demi enterrée dans une villa. Une villa de Virginie, c'est-à-dire le sud des États-Unis, alors que la datura qu'elle contient dans son corps appartient au nord des États-Unis, comme Salem. Donc, nous avons une sorte d'archéologie du mal qui va au-delà de la simple autopsie. Jane Doe, je le rappelle, c'est le nom qu'on donne aux victimes inconnues qu'on ramène et qu'on dépose dans les tiroirs glacés de la morgue, hein, et elle vient du passé. Elle vient du passé américain, de ce passé puritain terrible qui a amené à la mort des dizaines de jeunes femmes qu'on accusait d'être sorcières et qui ne l'étaient évidemment pas du tout. Et c'est alors que nous arrivons, si vous voulez, à la fin du film, ou plutôt du huis clos qui se passe dans la morgue, hein, puisque le père propose à la morte qui n'est pas morte, qui est une forme de morte vivante, si vous voulez, permanente, il lui propose d'endosser dans son propre corps toutes les tortures qu'elle a subies et de sauver son fils. Et il commence à souffrir tout ce qu'elle a subi dans son corps de maintenant, si je puis dire, mais en même temps, il souffre tellement que son fils le poignarde pour le sauver. Ainsi, si vous voulez, le sacrifice d'Abraham sur Isaac est d'abord inversé, puisque c'est le père qui propose de mourir à la place du fils, mais en même temps, il est inachevé, puisque il ne peut pas supporter jusqu'au bout les tortures épouvantables qu'a subies la jeune femme. Autrement dit, son fils le tue pour lui éviter de souffrir, et ainsi Jane Doe, qui commençait à cicatriser de toutes les violences, si vous voulez, échangées avec le père, Jane Doe redevient cette morte vivante, puisque le sacrifice n'est pas achevé. Donc, nous pouvons dire, en conclusion, que nous rejoignons ici la formule connue de Joseph Conrad qui disait « La seule horreur, c'est qu'il n'y a pas d'horreur ». Et ici, cette horreur, si vous voulez, elle devient l'horreur du passé revenu contaminer et assassiner le présent. Personne n'en sortira vivant, ni le père, ni le fils, qui tombe par-dessus la balustrade en voyant le fantôme de son père, puisqu'elle continue de ranimer les morts qui errent désormais dans la morgue. Et à ce moment-là, nous comprenons que ce fantastique, si vous voulez, a créé une véritable subculture autour de ce film. En effet, The Autopsy of Jane Doe est devenu rapidement un objet fanique, c'est-à-dire entouré de la vénération de tous ceux qui l'ont vu, et il est devenu donc cet objet propre à ce qu'on appelle en français les ACA fans, les académiques fanatiques, si vous voulez, et il a réussi à fédérer une sorte de qualité en marche, puisque ce sont les échanges, en particulier les échanges en ligne, qui ont stabilisé au niveau des imaginaires homogènes, qui ont stabilisé sa qualité de film fantastique, et il a créé une forme de nouvelle horreur que je pourrais vraiment qualifier d'horreur moderne. Donc, nous rejoignons ce que je disais en introduction, quality horror, smart horror, oui, The Jane Doe Autopsy est vraiment le porteur d'une nouvelle esthétique de l'horreur par sa grammaire filmique,
par l'utilisation des jumpscares et également par le rappel du sacrifice abrahamique inversé dont je parlais. Voilà, je vous remercie.